C'est parti. Voilà, donc moi je suis professeur Labauche de Montpellier. Je vais donc vous traiter des nouveaux traitements de la sclérose en plaques. On va d'abord faire quelques introductions sur la maladie, et puis après on va parler plus des avancées thérapeutiques. Tout d'abord, les données, vous savez qu'actuellement dans les régions, il y a ce qu'on appelle des centres experts sclérose en plaques, à partir du plan des maladies neurodégénératives. Et donc vous avez 23 CRC, ce qu'on appelle CRC, les centres de ressources et compétences sclérose en plaques, qui ont été créés en France pour essayer d'avoir un maillage régional. Sur notre région ex-Languedoc, donc Occitanie, vous avez deux centres de recours, deux centres experts qui sont Montpellier et Toulouse. Deuxième point, on a une base de données qui s'appelle une base ENMUS, qui est un registre en fait, qui est tout à fait anonyme. Et chaque centre rentre les patients qui suivent de façon anonyme. Ensuite, ces bases sont ce qu'on appelle poolées, et c'est le 15 décembre de chaque année. On exporte en fait ces bases sur un serveur centralisé qui permet d'avoir une donnée nationale de tous les patients avec l'âge de début, les traitements, les effets secondaires. Donc c'est extrêmement important. En termes d'activité, vous avez ici donc le nombre de patients suivis. C'est les grandes colonnes que vous voyez en termes de milliers de malades. Et notre centre, on l'a encadré, il est en rouge, c'est le CRC sclérose en plaques de Montpellier. On suit 2400 malades. Donc ça, c'est les données du 15 décembre 2017, le 9e centre français. Aujourd'hui, on est à plus de 2600 malades, parce que tous les jours, la base est annualisée. Ça veut dire que depuis le 15 décembre 2017, il y a eu plus de 200 malades qui ont rejoint le centre, soit parce qu'ils voulaient notre avis, soit parce que c'est des prises en charge complexes, ou des décisions thérapeutiques, ou des prises en charge multidisciplinaires, ou des malades aussi qui ont déménagé. Et donc, 200 malades depuis le 15 décembre, c'est un malade par jour. Et 2400 malades sur une année de 200 jours ouvrables, c'est 12 malades par jour. C'est toute la journée. Et donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de développer, des centres extrêmement spécialisés. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la sclérose en plaques? Les enjeux, c'est un diagnostic précis et précoce. Aujourd'hui, on arrive avec l'IRM à faire des diagnostics dès le premier symptôme. La fameuse ponction lombaire, aujourd'hui, on en a beaucoup moins besoin pour arriver au diagnostic. Donc ça, c'est la précision de l'IRM. Deuxième point, c'est la précocité. Précocité, dès la première IRM, on peut arriver à un diagnostic sclérose en plaques dès les premiers symptômes. Pourquoi faire un diagnostic précoce? Eh bien parce que maintenant on sait que traiter précocement les malades va éviter l'apparition de nouvelles poussées et le risque de handicap. Et donc on arrive à une ère aujourd'hui où on propose un traitement dès que le diagnostic est établi, dès la première poussée. Il y a quelques années, on disait qu'il fallait attendre la deuxième poussée. En fait, aujourd'hui, on sait que dès la première poussée, il y a un bénéfice à traiter les patients. Alors, traiter tôt un malade, ça veut dire quoi? C'est traité dans la première année. La notion du temps est importante parce qu'une crise d'asthme, il faut la prendre en charge dans l'heure. Un patient sclérose en plaques, les décisions de traitement de fond, comme c'est une maladie chronique, il faut les décider dans le mois. C'est rarement une urgence. Et on fait le point si c'est pas clair quelques mois après. Et traiter tôt pour nous, c'est dans la première année, à partir du début de la maladie. Cette notion de temps est extrêmement importante. Ces traitements, ils vont avoir quoi comme impact? Vraiment, donc on a vu la précocité d'un traitement. Deuxième point, la qualité de vie. Effectivement, un patient qui a présenté une poussée, qui va récupérer de sa poussée, si on lui propose, on décide un traitement de fond avec des effets secondaires et une mauvaise qualité de vie, on va perdre le bénéfice. Donc, la notion de qualité de vie, de tolérance d'un traitement est extrêmement importante dans la décision thérapeutique. La troisième notion, c'est la sécurité. La sécurité d'emploi des médicaments est extrêmement importante. Il y a toujours une notion de risque. En médecine, dès que vous faites quelque chose, il y a un risque. Mais la sécurité, c'est encore autre chose. C'est éviter d'avoir des effets secondaires graves, ce qu'on appelle des EEG, effets indésirables graves. Et si il y a un risque d'avoir des effets secondaires parce que la maladie nécessite des traitements agressifs, à ce moment-là, il faut arriver à l'estimer. Quel est le risque, quel pourcentage d'avoir un effet secondaire grave, et la notion de sécurité d'emploi est très importante. Il faut savoir qu'avant,
Avant, c'était il y a 7 ans. Eh bien, une fois que les études pivots avaient validé un traitement, il était mis à disposition des malades. Ça prenait 1 ou 2 ans, formalité administrative. Mais aujourd'hui, le poids de la vraie vie d'un médicament est aussi important que les études pivots. Donc les études pivots, eh bien, on va prendre un groupe de patients qu'on va suivre avec 2 traitements différents. Et au bout de 2 ans, on voit si le groupe avec le traitement A est mieux traité que le traitement B. Donc ça, c'est l'étude pivot. Étude randomisée, c'est 200, 250 malades, suivis tous les mois. Mais ce n'est pas la vraie vie d'un médicament. La vraie vie d'un médicament, c'est quand tu vas être donné à des milliers de malades en Amérique du Nord, en Europe, dans d'autres pays. Et là, on va avoir des effets secondaires inattendus. Et ce qu'on appelle les études post-marketing, c'est-à-dire une fois que le médicament est accepté, ce qu'on appelle également le PGR, le plan de gestion de risque, est aussi important dans la décision thérapeutique que les études pivots. Parce que sur ces études, une fois hors protocole, une fois que le médicament est donné à des patients en prescription quotidienne, eh bien au bout de 4-5 ans, on va percevoir d'effets secondaires inconnus, parce que le temps est plus important, parce que les malades ne sont pas sélectionnés, parce que chacun a des propres réactions, des effets indésirables à des médicaments qu'on n'aurait pas soupçonnés. On va en parler après. Ensuite, une fois qu'on a décidé le traitement, il faut savoir qu'on a maintenant des stratégies thérapeutiques. On a des lignes thérapeutiques. C'est comme en cancérologie, en fait. Et donc, vous avez les stratégies thérapeutiques. On va parler dans la maladie de traitement dit de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Plus c'est haut, plus ça va être efficace, et plus il y a de risques, également avec ces médicaments. C'est toute la notion de la stratégie thérapeutique qu'on va prendre pour équilibrer la maladie. Une fois que le traitement est décidé, parce que le malade est d'accord pour être traité et qu'on estime qu'il faut démarrer un traitement, on va maintenant évaluer l'efficacité. Parce que le but, et les malades le demandent, le but c'est que le traitement marche, et en même temps qu'on ne fasse pas de poussée. Comment aujourd'hui on évalue l'efficacité d'un traitement? C'est un bipôle. Il va y avoir d'abord la clinique, pas de poussée, c'est ce que vous demandez, bien sûr. Et deuxième point, nous, ce qu'on va demander, c'est l'IRM où il n'y a pas de nouvelle lésion. Et c'est les deux qui vont permettre de dire qu'on est en rémission de la maladie. C'est-à-dire qu'on démarre un traitement, on revoit le malade 6 mois, 12 mois après, et l'objectif, c'est qu'il ne fasse plus de poussée, c'est votre demande, et le deuxième objectif, qui doit être parallèle, c'est l'absence de modification neuroradiologique avec une IRM qui ne montre pas de nouvelles lésions. Et ça, c'est très important pour évaluer l'efficacité d'un traitement de fond. Ce n'est pas que la poussée, c'est aussi l'IRM. On verra un petit peu sur les activités de recherche actuellement pour l'efficacité des traitements. Les grandes questions à 10 ans d'un score en plaque, c'est probablement la gestion de risque, toujours cette notion en médecine de risque, quels sont les risques que je vais prendre avec un traitement qu'on décide, ou une décision, quelle qu'elle soit. Deuxième point, la progression de la maladie, c'est un vrai défi, le handicap. À partir du moment où on annonce un diagnostic de sclérose en plaques à un patient, la première chose qu'il voit, c'est le fauteuil roulant, ou la canne. Et donc, ce handicap, c'est l'enjeu de la maladie en 10 ans. Autant sur les formes à pousser, il y a pas mal de décisions thérapeutiques possibles, autant sur les formes progressives, c'est plus difficile. Et enfin, troisième objectif à 10 ans, c'est la médecine personnalisée, c'est-à-dire d'avoir des marqueurs pour un malade donné, cette fois-ci en vraiment personne par personne, pour décider ou définir si ce malade va bien répondre au traitement ou au contraire s'il va être intolérant, voire et avoir des effets secondaires. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Les grands enjeux de la maladie à 10-15 ans, ce sont ceux-là. C'est la progression, la sécurité, la médecine personnalisée pour avoir une réponse adaptée à chaque patient. Alors, la poussée, c'est toujours une inquiétude du malade. Alors, pourquoi la poussée, c'est une inquiétude? D'abord, c'est un nouvel événement qui se produit dans la vie d'un patient. Certains malades, moi j'ai vu ce malade, une malade qui habite à Sète, je suis depuis plusieurs années, et qui n'avait pas présenté de poussée depuis plusieurs années, et qui a présenté une poussée modérée il y a 6 semaines, et pour elle, c'est un petit peu le retour en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, la maladie est là, finalement, depuis plusieurs années, on ne fait plus de poussée, on a tendance à l'oublier. Et psychologiquement, la récidive d'une poussée est toujours quelque chose de difficile à vivre, parce que pour les patients, c'est de nouveau retour en arrière, re-hôpital, re-soignodrome, re-décision thérapeutique. Deuxième point, la poussée, vous ne pouvez pas la maîtriser. Quand une poussée démarre, ce n'est pas la volonté qui va faire arrêter, éventuellement la cortisone. Mais une poussée, c'est la non-maîtrise de soi-même. C'est un deuxième événement. On voit ça. Quand on n'arrive plus à maîtriser son corps, quelles que soient les raisons, c'est toujours quelque chose d'extrêmement fragilisant. En plus, nous, la poussée, on n'aime pas. Ça veut dire que biologiquement, la maladie est active. C'est-à-dire que
le but, justement, c'est de ne pas faire pousser. Et donc, si la maladie se fait pousser, c'est que biologiquement, la maladie n'est pas fait maîtriser. Et donc, derrière nous, c'est intensifier le traitement. Et puis, une fois que la poussée est traitée, acceptée, qu'elle diminue, la poussée, ça va durer 4 à 8 semaines, ça va diminuer, la question, c'est les séquelles. Et toute poussée ne laisse pas des séquelles. Et donc, vous avez une étude de 2003, qui est extrêmement bien faite, qui a regardé, en fait, je vais prendre ce super bambou, comme un maître à l'école, c'est incroyable. Et donc, super, première fois que je le prends. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le score EDSS. Et ça, dans les lettres des neurologues, vous avez dû le voir, le score EDSS. Théoriquement, tout patient sclérose en plaques qu'on examine doit avoir une évaluation de l'EDSS. L'EDSS, c'est le compteur de la voiture. 0, vous avez un examen clinique normal. 10, vous ne pouvez pas marcher. 4, c'est une gêne à la marche. Donc voilà les grandes limites de l'EDSS. 0, examen clinique normal, pas de gêne, voilà. Comme ça, on n'a pas la maladie. 4, gêne à la marche. 10, on ne peut pas marcher. Et donc, une poussée va augmenter de 0,5 le score EDSS chez 40% des malades. Ce qui veut dire que le risque de séquelles après une poussée, il est là, mais il n'est pas constant, puisque ça veut dire que 60% de patients ne vont pas avoir d'augmentation de score EDSS, c'est pas comment on voit les choses, mais 40% vont avoir une petite gêne supplémentaire. Trouble sensitif de la main, petite gêne à la marche. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 0,5 sur 10. Mais si on accumule les poussées, le risque, c'est d'avoir une augmentation beaucoup plus importante de ce fameux score EDSS. C'est pour ça que la poussée, on n'aime pas. 1, parce que c'est l'échec du traitement, ça veut dire que la maladie est active. Et 2, c'est le risque quand même de séquelles post-poussée. Comment aujourd'hui on arrive à un diagnostic de sclérose en plaques? Le diagnostic de sclérose en plaques et les critères sont revus tous les 5 ans par un panel de neurologues et neuroradiologues internationaux. Ils sont édités. Avant, on vivait avec les critères de 2010, McDonald 2010. Aujourd'hui, ce sont les critères dits de Thompson 2017, qui ont été élaborés en décembre 2017 et publiés en février 2018. Donc c'est les nouveaux critères. Comment arriver à un diagnostic de sclérose en plaques aujourd'hui? Premièrement, il faut avoir fait un événement clinique, une poussée, une évaluation optique, une poussée motrice, une poussée sensitive. Donc ces critères ne s'appliquent que chez des patients qui ont présenté déjà une poussée. Il faut être sûr que cliniquement, ce soit vraiment une poussée. Et deuxième point, c'est l'IRM, qui va vous montrer 2 lésions inflammatoires au niveau du cerveau central. Et quand vous voyez ici cette IRM, vous avez un petit point blanc qui sont en fait des plaques de sclérose en plaques chez un patient, encore une fois, qui a fait des symptômes d'une première poussée. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion spatiale. Et la diffusion temporelle, c'est lorsqu'une lésion sur cette IRM au moment de la poussée est rehaussée par le gadolinium. Pourquoi? Parce que quand vous avez une lésion qui est rehaussée par le gadolinium, ce rehaussement par le gadolinium dure 2 mois. Donc si sur une IRM, vous avez des lésions qui ne sont pas rehaussées par le gadolinium, ça veut dire qu'elles sont vieilles, et si elles sont rehaussées par le gadolinium, ça veut dire qu'elles ont moins de 2 mois. Et c'est ce qu'on appelle les critères d'identification temporelle et spatiale. Spatiale, ça veut dire que l'espace neurologique central est intéressé à plusieurs endroits, le nerf optique, le cerveau, la moelle épinière, et ça c'est l'IRM qui valide, avec au moins deux tâches. Et le temps, ça veut dire que vous avez des lésions anciennes et des lésions récentes. Alors parfois, sur les IRM initiales, on n'a pas pris de gadolinium, et dans ces cas-là, on refait une IRM 3 ou 4 mois plus tard. Si sur l'IRM de contrôle, il y a l'apparition d'une nouvelle lésion, ça veut dire que biologiquement, sans s'en apercevoir, il y a bien une maladie qui est là, avec l'apparition d'une nouvelle lésion dans le temps, et qui confirme que c'est bien une maladie chronique. C'est extrêmement important, c'est des données, vous voyez, extrêmement simples, mais c'est extrêmement important au niveau de la compréhension. Et on voit qu'on parle beaucoup moins de la ponction lombaire. On peut encore faire la ponction lombaire, mais quand on a un doute diagnostique, le plus souvent aujourd'hui, avec la poussée et l'IRM, on peut ne plus faire de ponction lombaire. On va parler de traitement, mais avant de parler de traitement, il faut comprendre comment marche cette maladie. Et donc ici, vous avez un schéma extrêmement simple. Vous avez ici donc un nerf. Le nerf, c'est un câble électrique. Ce câble électrique a pour objectif de transmettre l'influx électrique du cerveau jusqu'au muscle pour commander une énergie mécanique. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un mouvement, ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, c'est « je veux prendre ce plot ». Donc, mon cerveau dit « je veux ». Donc
là, on rentre dans l'âme, l'esprit, la volonté, on ne sait pas trop où ça se passe. Le langage, le calcul, ça, on sait très bien où ça se passe. Et tout ce qui est volonté, je ne sais pas trop. Donc, je veux prendre tout. Et donc, mon cerveau va, par les neurones, donner l'électricité. Et l'électricité va s'arrêter au niveau des muscles. Et ensuite, je vais faire la contraction musculaire. Et le neurone, le nerf, est un câble électrique qui a pour objectif de transformer une énergie mentale en énergie mécanique. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et Dieu sait si le mental joue énormément sur nos capacités physiques, intellectuelles. Regardez le Tour de France, regardez les journées de foot. Hein, vous les faites courir dans toutes les mêmes performances physiques. Mais simplement, l'énergie mentale, et dans la sphère mentale c'est extrêmement important, la volonté, l'envie de combattre la maladie, l'envie de faire plus, va modifier les aptitudes physiques. Et donc, mental et ce qu'on en plaque, moral et ce qu'on en plaque, c'est bien sûr extrêmement lié. Donc, le neurone, il ne sert qu'à ça, mais il est fondamental. Et donc, ici, vous avez le noyau de la fibre nerveuse, votre câble, et qui va arriver ici sur une commande musculaire. Ce câble, vous voyez, il a des gaines tout autour. C'est la fameuse gaine de myéline. Cette gaine de myéline sert à conduire l'électricité. Elle est extrêmement importante. C'est une enveloppe autour de votre câble électrique. Dans la sclérose en plaques, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une démyélisation. C'est-à-dire que les lymphocytes vont aller attaquer la myéline. Et si la myéline est de mauvaise qualité, il y a une mauvaise conduction d'électricité, et donc il y a une perte de fonction. Et donc, le principe de la sclérose en plaques, c'est une démyélisation qui est due à une activité des lymphocytes et qui va empêcher la conduction électrique et qui va altérer les fonctions sensitives, motrices, urinaires. Ensuite, si on laisse la myéline être trop abîmée, vous voyez ici que ça a encore évolué, puisque là, vous avez un truc qui est dénudé ici. Ça, c'est l'axone. L'axone, c'est le cœur central de la fibre nerveuse. Autant la myéline repousse, il faut savoir que notre myéline est sécrétée en permanence. Il y a des cellules, ce qu'on appelle les oligodendrocytes, qui sécrètent sans arrêt toute notre vie la myéline. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une poussée? Eh bien, vous allez avoir un réveil inflammatoire, des lymphocytes qui vont aller attaquer la gaine de myéline, réaction inflammatoire. On va donner de la cortisone pour diminuer cette réaction inflammatoire, et la myéline ensuite va se cicatriser et se reconstituer. Et donc, fin de la poussée et récupération. Par contre, l'axone, lui, il ne repousse pas. Et si l'axone est attaqué, c'est le début de la générale marche, le handicap. Et donc, on voit bien que cette maladie reste toujours divisée en deux grands segments. Un segment avec des poussées, une démyélisation, et donc une action transitoire et une repousse de la myéline, donc on récupère la poussée. Et de l'autre côté, un câble central qui, si lui est attaqué, va avoir du mal à cicatriser et va entraîner une perte de fonction définitive. C'est la notion de la perte d'autonomie ou du handicap. Alors, comment ça marche, en fait, au niveau immunitaire? Voilà, ici. En fait, la sclérose en plaques n'est pas une maladie neurologique, c'est une maladie à conséquences neurologiques. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre les traitements. Vous avez ici votre cerveau, vous voyez, et là, vous avez ici ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique est une barrière qui est entre les artères et le cerveau. Cette barrière, elle est étanche. Il n'y a pas de sang dans le cerveau. Mais par contre, elle est perméable, et c'est extrêmement important de cette notion-là. Vous n'avez pas mangé à midi. Il est 3 heures de l'après-midi. On vous demande de rédiger ou de lire un texte. Vous n'y arrivez pas, vous êtes fatigué, vous avez un problème de concentration, vous avez des sueurs, vous avez un fringale. Vous êtes en hypoglycémie. Oui, il y a moins de sucre dans votre corps, mais il y a moins de sucre dans le cerveau. Parce que le cerveau est un gros demandeur d'énergie. Et donc, c'est la fameuse hypoglycémie. Le mal des montagnes. Vous avez dû regarder il y a quelques mois cette image de l'alpiniste française qui se retrouve à l'Himalaya et qui a rêvé, qui a eu des hallucinations, et qui est arrivé d'enlever ses chaussures. Moi, ça m'a frappé, cette information, quand on voyait ça. Elle avait des hallucinations qui étaient bien cérébrales. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène qui arrivait au niveau du cerveau. Donc, cette barrière hémato-encéphalique, elle est étanche, mais perméable. Mais elle est perméable aussi à d'autres composés, notamment les lymphocytes. Or, ces lymphocytes, ce sont des vecteurs d'inflammation.
Et donc, dans la maladie sclérose en plaques, ces lymphocytes vont passer au niveau du cerveau, mais aussi également ce qu'on appelle des lymphocytes activés. C'est des lymphocytes qui vont aller reconnaître la myéline. Ce pas des lymphocytes neutres qui sont là, ils passent. C'est des lymphocytes, mais en plus, qui ont un déterminisme pour aller attaquer la myéline. Et donc, le principe de la maladie, c'est la barrière hématosphérique, le cerveau. Et ici, vous avez plein de choses qui se baladent dans les artères. Hein, vous voyez, il y a plein de choses un peu compliquées. En gros, il faut retenir les lymphocytes. Et ces lymphocytes, ensuite, vont aller rentrer dans le cerveau pour attaquer la myéline. Et le but des traitements aujourd'hui, c'est d'arrêter, effectivement, cette migration lymphocytaire. Comment ça se passe? C'est le même schéma, mais différent. Vous avez ici votre barrière hémato-encéphalique. Et là, vous reconnaissez votre neurone, avec la gaine de myéline. Et donc là, vous allez avoir en orange les lymphocytes, ici c'est du T, en bleu c'est du B, et ces lymphocytes vont passer la barrière hémato-encéphalique et aller attaquer la gaine de myéline. Et le but des traitements, c'est d'aller bloquer ces lymphocytes ici. Alors, il y a différentes façons de les bloquer. Et donc, on est bien dans un traitement préventif. C'est-à-dire, je ne veux pas que le lymphocyte attaque les myélines, mais d'une maladie connue. C'est ça l'objectif du traitement, c'est la maîtrise inflammatoire. Et effectivement, c'est le même genre de schéma, mais différent. Toujours votre barrière hémato-encéphalique, toujours votre neurone avec la myéline. Et là, vous allez avoir donc des ronds bleus, vous voyez, ce sont des lymphocytes. Et comme par hasard, ces lymphocytes, ils rentrent dans le cerveau. Et ici, vous avez des anneaux, vous voyez de toutes les couleurs. Ça, ces anneaux dedans, ce sont des médicaments avec leur action sur les lymphocytes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les biothérapies. Les biothérapies, ce sont des traitements d'immunité qui sont actifs dans la sclérose en plaques. Quand on voit aujourd'hui ce dont on dispose,